Bon, il est là. Bonjour et bonjour. Merci d'être là. Bienvenue pour ce deuxième cours qui va vraiment se focaliser, encore une fois, sur des interactions neuro-immunitaires. Et cette fois-ci, comme on va le voir, on se déplace un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau pour aller vers la périphérie. Donc la semaine dernière, on a revu finalement un petit contexte historique, ces interactions neuro-immunitaires, les interactions entre le système nerveux, le cerveau et le système immunitaire existent. On a vu des exemples qui les décrivaient et comment est-ce que finalement ces dernières années, la perspective a un petit peu changé et on s'est intéressé beaucoup plus à ces interactions. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux fondements moléculaires, cellulaires, anatomiques de ce dialogue. Parce que finalement, si deux grands systèmes peuvent communiquer, c'est que tous les outils, on va dire les molécules, les signaux, peuvent être reconnus par les deux partenaires. Donc le système immunitaire, le système nerveux sont des systèmes qui régissent les interactions du corps, de l'organisme avec l'environnement, comme on l'a déjà vu, et jouent tous les deux des rôles clés dans un grand nombre finalement de pathologies. On s'est peu intéressé aux interactions neuro-immunitaires à cause toujours de cette question, de cette problématique du privilège immunitaire, qui était que finalement, il avait été montré qu'il n'y avait pas de système immunitaire ou peu de système immunitaire dans le cerveau en raison de l'existence de cette barrière hémato-encéphalique qui protège, en tout cas ou qui limite l'entrée de cellules du système immunitaire circulantes à l'intérieur du cerveau. Et on a vu ces dernières années que vraiment on a des interactions à l'intérieur du cerveau et également en orchestration avec les méninges. Mais là, pendant ce cours, après avoir vu la semaine dernière que ces interactions existent, qu'il y a vraiment un dialogue, on va s'intéresser plus particulièrement aux bases moléculaires de ce dialogue, puisqu'on a vu que si ce dialogue existait, les signaux inflammatoires sont capables de réguler la douleur et sont aussi capables d'induire ce qu'on appelle le comportement de maladie, une réponse comportementale à une infection, une inflammation, une infection bactérienne, virale, de quelque nature qu'elle soit. Et à l'inverse, le cerveau, et notamment les signaux associés au stress ou à des menaces, sont capables de réguler la réponse immunitaire. On a vu aussi que finalement, ça pouvait passer par des voies très différentes, ce qu'on appelle des voies humorales, qui passent par la circulation sanguine, qui sont systémiques, soit différentes cellules, soit différents signaux comme les anticorps, et qui avait également une voie nerveuse. Et donc on va maintenant essayer de regarder un petit peu plus en détail ces différentes voies de communication, aussi bien locales dans les tissus qu'à l'échelle de l'organisme. Donc aujourd'hui, le cours qui va vraiment s'intéresser, en tout cas se poser la question de comment ces deux systèmes communiquent et quelle est la base finalement de cette interaction. Donc, les bases moléculaires d'un dialogue partagé, donc il faut que les neurones, tout simplement, puissent communiquer avec les cellules immunitaires et inversement. On s'intéressera ensuite à l'anatomie parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre comment, où ces interactions se font, ou en tout cas où est-ce qu'elles sont possibles et où est-ce qu'elles ont été décrites. Et puis, dans une troisième partie, on s'intéressera aux interactions croisées. On prendra 3 exemples, en fait, qui sont vraiment des exemples qui ont émergé ces dernières années, en regardant ce qui se passe dans des tissus périphériques, et on commencera par regarder un petit peu la peau, sur laquelle on viendra dans le cours prochain, mais on s'intéressera aussi à comment est-ce que des signaux qui sont très importants dans des contextes inflammatoires peuvent agir sur le cerveau, et à l'inverse, comment est-ce que le cerveau peut moduler la réponse immunitaire, et donc on verra ça en regardant vraiment des travaux et des articles qui ont été publiés, on va dire, ces 10-5 dernières années, et ce qui est en train d'émerger comme concept. Ok, donc d'abord les bases moléculaires. Alors pourquoi les bases moléculaires? Parce que finalement, encore une fois, pour que ces interactions existent, il faut que les cellules puissent communiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des neurones
puissent envoyer des signaux qui sont reconnus par les cellules du système immunitaire et l'inverse. Donc, quelle est la nature de ces signaux et comment est-ce que ces signaux sont régulés? Pourquoi même ils sont là? Finalement, c'est une problématique qui est à la base de cette interaction neuro-immunitaire. Donc, classiquement, ce qui a toujours été bien reconnu, c'est que des signaux comme des neuropeptides, des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui sont relarguées par les neurones qui signalent sur un autre neurone au niveau d'une synapse et qui vont permettre de médier ou de relayer l'activité électrique, ces signaux peuvent être reconnus par les cellules du système immunitaire, on va voir des exemples, et qu'à l'inverse, les cellules ou les signaux moléculaires classiques du système immunitaire, comme les cytokines ou certaines lipides, je mets entre parenthèses histamine parce que justement c'est déjà petit exemple croisé, mais les cytokines qui sont produites par le système immunitaire et qui régissent les interactions cellules immunitaires, sont reconnues par les neurones. Alors là je parle de molécules, il y a d'autres signaux dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont en train d'émerger. Il y a le fait que certaines cellules, ou la plupart des macrophages, mais d'autres cellules, y compris des neurones, sont capables de produire des petites vésicules qui s'appellent des vésicules extracellulaires qui sont capables d'envoyer des signaux. Alors ici, c'est des mitochondries, mais ils peuvent aussi contenir des ARN, d'autres types de signaux. Donc ces petites vésicules peuvent être un moyen de communiquer, où là, il n'y a pas nécessairement besoin de récepteurs particuliers. Il y a aussi des travaux qui commencent à décrire des échanges de mitochondries, donc des petits organelles qui sont responsables de la production d'énergie dans les cellules, et puis aussi des ponts cellulaires qui peuvent exister entre des cellules où là, il n'y a pas besoin de récepteurs. Donc ces autres voies de communication sont également en train d'émerger, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, puisque finalement, ça, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de récepteurs particuliers pour que les systèmes communiquent. Donc, je parlais des neuropeptides et des neurotransmetteurs. Comme je disais, ce sont des molécules qui sont relarguées dans la fente synaptique en réponse à l'arrivée d'un potentiel d'action ou d'un train de potentiel d'action. Et la différence entre des neurotransmetteurs et des neuropeptides, les neurotransmetteurs ont un recyclage très rapide. Ils sont pratiquement relargués à chaque arrivée de potentiel d'action, ou presque, alors que les neuropeptides sont dans des vésicules beaucoup plus larges. Il y a un recyclage qui est beaucoup plus lent et il faut vraiment qu'il y ait des trains de potentiel d'action pour que ces neuropeptides soient relargués. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui a un effet rapide et ici un effet un petit peu plus lent. Donc comme type de neurotransmetteurs, on a le glutamate, le GABA, la glycine, l'acétylcholine, dopamine, noradrénaline, etc. Des molécules dont vous avez entendu parler et qui sont vraiment impliquées dans la transmission de l'influx nerveux. Et les neuropeptides, et on va beaucoup en parler aujourd'hui et vraiment beaucoup au cours d'après, la substance P et la CGRP, Calcitonin Associated Peptide, CGRP, mais d'autres neuropeptides comme le vaso-intestinal peptide, la somatostatine, le neuropeptide Y, l'ocytocine, etc. Un autre effet qui médie l'activité rapide ou lente, finalement, c'est que les cellules immunitaires qui ont donc ces récepteurs, ou des récepteurs pour une grande partie de ces substances, vont pouvoir être relayées différemment. Soit on a ouverture d'un canal ionique, et donc on a un flux d'ions, et là encore, on va changer le potentiel de membrane très rapidement, alors que dans le contexte des neuropeptides et de certains neurotransmetteurs lents, on va avoir une activation très différente avec une liaison à un récepteur couplé à des protéines G qui va induire des modulations de second messager interne et donc une modulation beaucoup plus lente. Donc c'est vraiment, on va dire, deux canaux qui ont des effets un petit peu différents. Et si des cellules immunitaires comme les lymphocytes T ou les lymphocytes B ont des récepteurs à des neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, la noradrénaline, mais aussi le GABA, un grand nombre de cellules immunitaires ont des récepteurs à des neuropeptides et ce qui est très intéressant dans ce contexte-là et ce qui a bien été décrit, c'est les effets très répandus de ces deux neuropeptides, CGRP ou substance P, qui vont être capables d'agir sur différents types de cellules immunitaires, des lymphocytes, mais des neutrophiles, des macrophages ou même d'autres cellules non immunitaires
et moduler l'activité de ces cellules immunitaires. Le récepteur pour CGRP, on en reparlera, c'est un double récepteur, donc RAMP1, mais aussi un récepteur particulier à ce CGRP qui permet de médier une réponse dans ces cellules. Donc on va dire une première communication, neuropeptide, cellule immunitaire. Et à l'inverse, une grande partie des neurones vont avoir des récepteurs pour ces cytokines. Alors, différents types cellulaires du système immunitaire vont être capables de produire des cytokines différentes. Et ça, j'y reviendrai. Par exemple, les mastocytes, dont on parlera au cours suivant, les mastocytes qui sont des cellules qui ont des énormes grains, qui peuvent, quand elles sont activées, dégranuler très rapidement, sont impliquées dans les réponses allergiques immédiates, vont produire certains types de cytokines, les macrophages d'autres types de cytokines, etc., etc. Donc il y a une variation, on va dire, du panel de cytokines produites en fonction des différents types cellulaires immunitaires. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des cellules immunitaires va plutôt produire certains types de cytokines en fonction des contextes dans lesquels ils sont activés ou stimulés. Donc, il y a plusieurs types d'immunité ou de réponses immunitaires. On appelle ça l'immunité de type 1, de type 2 ou de type 3. Donc, c'est des grandes classes qui ont été définies. Et ici, l'immunité de type 1, en général, est induite quand on a une infection bactérienne intracellulaire, des virus ou certaines réponses à certains types de cancers. Et donc, dans ce contexte-là, différents types de cellules immunitaires, donc là on a une panoplie de cellules immunitaires qui vont induire la production de cytokines d'un type particulier, qu'on dit cytokines de type 1. L'immunité de type 2, c'est en réponse à certains parasites et dans le contexte d'une réponse allergique. Donc on a un autre type d'immunité qui est induite, qui est une immunité de type 2, et qui là encore va être associée à un autre panel de production de cytokines. L'immunité de type 3, c'est des bactéries extracellulaires ou dans le contexte, par exemple, d'interaction avec le microbiote, mais aussi dans le contexte d'interaction avec ou en réponse à des champignons. Et donc, encore une fois, on va avoir des activations qui vont être différentes en fonction du challenge. Et là aussi, les différents types de neurones... Ah oui, avant de repartir sur les neurones, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait qu'il y a des contextes environnementaux qui vont varier ou influer, ou plutôt orienter une réponse immunitaire de type 1, de type 2 ou de type 3. Donc on commence déjà à avoir des interactions entre une réponse immunitaire, la production de certaines cytokines et potentiellement des influences différentes. Et dans le contexte, par exemple, des interactions entre cytokines et neurones, ici ce sont dans des neurones sensoriels, mais on va avoir plutôt les cytokines ou les récepteurs aux cytokines associés à l'immunité de type 2, donc allergie, qui vont induire une réponse particulière qui est la démangeaison, alors que tout ce qui va être récepteur aux cytokines de type 1 va induire une réponse douloureuse. Donc on a déjà, à l'échelle purement moléculaire, une capacité de dialogue en ces deux grands systèmes qui reposent sur la production de certaines cytokines particulières, la présence de ces récepteurs dans les neurones et ensuite une réponse qui peut être différente ou différemment interprétée par les types de neurones. Ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'est que des cytokines de type 1, par exemple, vont de manière centrale induire une réponse comme la fièvre dans le contexte d'un comportement de maladie qui est associé encore une fois à une infection globale, c'est-à-dire une réponse comportementale caractéristique liée à une infection virale ou bactérienne. Et de manière plus générale, on a vraiment des travaux de plus en plus qui vont... donc là, c'est très récent, hein, c'est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois. Ici, c'est sorti en fin d'année dernière. On commence à avoir des effets assez différents de cytokines plutôt associés à certains types d'immunité. Donc ici, que je ne dise pas de bêtises, c'est l'immunité de type 3 et ici, c'est l'immunité de type 2.
qui vont influer différemment sur différents, on va dire, comportements, par exemple les interactions sociales, l'anxiété, le développement de certaines synapses, etc., etc. Donc il y a tout un champ qui est en train de se développer maintenant qu'on a bien caractérisé l'existence de ces cytokines, dans quel contexte elles sont induites, soit des contextes infectieux, mais ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'elles peuvent être modulées par d'autres types d'influences environnementales, et des réponses comportementales, des modifications du fonctionnement cérébral ou des interactions neurone-neurone. Mais bien sûr, et on peut l'imaginer ou commencer à l'entrevoir avec la question de l'histamine, en fait, ce schéma très joli est beaucoup plus ou beaucoup moins clair que ce qui peut bien en paraître, c'est-à-dire que, en fait, les neurones utilisent eux-mêmes des cytokines dans certains contextes pour interagir, où on va avoir des neurones qui vont utiliser, par exemple, des cellules immunitaires qui vont utiliser des neurotransmetteurs, même pour dialoguer entre elles. Donc cette séparation, même si tous les neurones communiquent en relarguant ou en utilisant des neurotransmetteurs et des neuropeptides, en fait, cette ségrégation est imposée par la vision que l'on a d'un système immunitaire et d'un système nerveux. Les messagers coexistent et sont chevauchants entre les deux systèmes. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, dans le contexte des réactions allergiques, on a des interactions neuroimmunitaires, on reviendra là-dessus, mais les neurones vont agir sur des cellules du système immunitaire qui sont ces mastocytes, qui ont des énormes granules, qui peuvent dégranuler tout de suite, ce qui fait que la réponse allergique peut être très rapide et peut même causer un choc anaphylactique. Et dans ces granules, qu'est-ce qu'on retrouve? De l'histamine, qui est une molécule utilisée dans certains circuits cérébraux comme neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que quand on prend des antihistaminiques, on a des symptômes comportementaux, par exemple de la somnolence, qui sont en fait issus d'un effet direct de l'histamine sur les circuits cérébraux, mais aussi de la sérotonine et d'autres facteurs. Et on a en fait des boucles d'interactions croisées qui font intervenir dans ce contexte-là des neurotransmetteurs dans un contexte neurones, cellules immunitaires, mais aussi des neurotransmetteurs dans le contexte cellules immunitaires, neurones. Plusieurs types de cellules immunitaires sont en fait capables même de produire les neurotransmetteurs. Par exemple, on sait que des lymphocytes T, qui font partie de la réponse adaptative et donc le bras effecteur du système immunitaire, sont capables de produire l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, et on va le retrouver dans différents contextes. Et donc en fait, finalement, ce qu'on va retrouver, c'est une capacité vraiment, on va dire, très interdépendante ou mélangée d'interaction entre les neurones et les cellules immunitaires, où il faut peut-être sortir d'un cadre où on imagine que les neurones ont des récepteurs aux cytokines et que les cellules immunitaires ont des récepteurs aux neurotransmetteurs, mais qu'on peut avoir vraiment, au-delà de ça, des interactions croisées entre ces deux systèmes. Donc, on va retrouver dans des interactions neurone-neurone certains types de cytokines, par exemple ici l'interleukine 13. On va retrouver aussi des cellules immunitaires qui sont capables de produire des neurotransmetteurs, pas uniquement l'acétylcholine, mais par exemple le GABA. On va même avoir un dialogue entre des cellules immunitaires qui ont été montrées comme impliquant le GABA. Et on va avoir aussi des cytokines qui sont capables d'interagir dans tout ce contexte-là. Donc si on a ces interactions neuroimmunitaires, c'est véritablement parce que les deux, on va dire, les partenaires impliqués sont capables de dialoguer à l'échelle moléculaire même. Donc on peut se demander pourquoi. Finalement, est-ce qu'il y a une raison? Donc on va voir qu'il y a des situations où justement la coordination, on va dire à l'échelle de l'organisme, entre une réponse de type neural, comportemental et une réponse immunitaire requiert cette coordination. Sur un plan évolutif,
Il y a plusieurs hypothèses, en fait. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le système nerveux et le système immunitaire dériveraient d'un système ancestral commun qui serait impliqué dans la détection des signaux dans l'environnement et une réponse adaptée. Et par exemple, chez des organismes comme l'hydre, on sait que certains neuropeptides sont vraiment impliqués dans la réponse de ces signaux et la communication à l'organisme. Donc on peut imaginer que finalement, ce mode de communication, ou ces signaux utilisés, ont une fonction qui, entre guillemets, prédate la séparation ou la distinction entre système immunitaire et système nerveux. Il y a aussi des hypothèses sur le fait que ce sont des molécules qui sont pratiques et que donc l'évolution a réutilisé ces modules d'interaction pour réguler des interactions croisées entre ces deux systèmes. Quoi qu'il en soit, on a vraiment une promiscuité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire que finalement, il est très important d'aller regarder où peuvent se faire ces interactions, parce qu'en fait, elles peuvent se faire à peu près n'importe où. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir des neurones qui vont être proches de cellules immunitaires et qui vont produire, relarguer des neurotransmetteurs, ça pourra avoir un effet sur les cellules immunitaires. Et à l'inverse, dès qu'on va avoir des modifications de signaux immunitaires ou de cytokines, on pourra avoir un effet sur des neurones, soit de manière locale, mais aussi sur des réponses comportementales intégrées. Et donc, pour vraiment un peu plus comprendre où se font ces interactions, il est très important d'aller regarder entre guillemets, quelle est l'anatomie, comment est-ce que finalement déjà les grandes voies de communication nerveuses et immunitaires se produisent. Donc, quand je dis l'anatomie ou les grandes voies, donc c'est ce qu'on va voir maintenant, finalement, une chose assez particulière qu'il faut retenir, c'est que le système immunitaire, qu'on voit quand même très souvent comme et qui est un système essentiel pour la défense face aux pathogènes, est aussi un système qui intervient dans un grand nombre de fonctions un petit peu au-delà du rôle qu'il peut avoir en termes de défense. Il a un vrai rôle de structuration, maintien, vieillissement, adaptation des tissus dans un grand nombre de tissus, aussi bien dans le cœur, dans le tissu adipeux, le muscle squelettique, le système nerveux central, on en a parlé, et notamment tout ce qui va être intestin et système digestif. Et donc, à essayer d'aller regarder les interactions neurones-système immunitaire et comment l'activité neuronale peut jouer sur les fonctions immunitaires, mais ça va être quelque chose d'important pour qu'on étudie le dialogue cerveau-corps, mais pas uniquement nécessairement dans le contexte de la régulation du cerveau et des fonctions cérébrales. Alors on l'a vu, il y a un petit peu deux grandes voies, et donc on va revoir un petit peu la structure de ces voies. Une voie nerveuse, c'est-à-dire le cerveau est connecté avec le reste du corps par un système nerveux périphérique, et on va voir un petit peu la structure du système nerveux périphérique parce que c'est important. Et cette voie nerveuse ou ces voies nerveuses permet finalement d'agir localement sur les cellules immunitaires qui sont présentes aux endroits où les nerfs arrivent. Et à l'inverse, on va avoir, donc c'est dans ce contexte-là, voilà, agir sur le système immunitaire. Et à l'inverse, on va avoir des cellules immunitaires localisées qui vont pouvoir avoir une influence sur les signaux qui remontent au cerveau. Et puis, on a une voie qui est un petit peu différente, qui va être une voie systémique. Dans certains contextes, on peut avoir production, et on verra dans quel contexte, production de certaines cytokines inflammatoires qui vont être beaucoup plus systémiques. On peut avoir aussi production d'hormones ou de facteurs de stress, adrénaline, cortisol, et on viendra là-dessus, et qui vont agir de manière croisée en interaction avec le système immunitaire sur les circuits cérébraux. Et donc là aussi, des voies particulières qui vont agir directement sur certaines régions du cerveau. Donc on va un petit peu voir les deux types d'anatomie et les bases de ces interactions.
en commençant par toute cette organisation nerveuse, parce que c'est la clé finalement c'est une des clés de comment est-ce que le cerveau dialogue avec le corps et le système immunitaire. Donc ça, c'est juste pour le plaisir, parce que je suis une fanatique d'André Vézal, qui, dès 1543, avait fait des cartographies absolument magnifiques de l'ensemble des nerfs. Donc ici, c'est une partie des nerfs périphériques, pas tous. Et ici, c'est le cerveau, et c'est une grande partie des nerfs issus des ganglions crâniens, dont le nerf dont je vais reparler ici, qui est le nerf vague et qui innerve une grande partie des organes présents, une grande partie des organes. Donc le système nerveux périphérique, très classiquement, il est distingué, pour de bonnes raisons, entre ce qu'on appelle le système nerveux somatique, c'est-à-dire le système nerveux qui va contacter les muscles et être responsable de la contraction des muscles, et un système nerveux sensoriel qui va innerver toute une partie du corps, la peau, mais pas que, on y reviendra, et qui permet de détecter un grand nombre de stimuli. Et donc ce système nerveux somatique est schématiquement représenté là, j'y reviendrai. Le système nerveux autonome, qui lui vraiment innerve, comme je le disais, les organes ou les viscères, le nerf vague en fait partie, et qui est responsable des fonctions non conscientes, régulation du fonctionnement de différents types d'organes. Il est organisé très différemment, on en reviendra. Et enfin, le système nerveux entérique, qui est un système nerveux qui est localisé à l'intérieur des intestins et qui contrôle toutes les fonctions intestinales, qui est modulé par le système nerveux autonome et qui est, entre guillemets, indépendant du système nerveux autonome pour tout un tas de fonctions, comme par exemple la contractilité, les mouvements péristaltiques des intestins, etc. Et dont je parlerai pas ou très peu aujourd'hui, parce que finalement, on va s'intéresser aux voies de communication entre le cerveau, le système nerveux central et la périphérie, et que c'est principalement ces deux grands systèmes. Donc on va commencer par le système nerveux somatique. Et là, vraiment, ce qui a été très pionnier, c'est les travaux de Sherrington, qui se sont vraiment intéressés à l'anatomie et au fonctionnement du système nerveux somatique. Alors, il y a deux branches. Ce qu'on appelle une branche efférente, c'est-à-dire qui part du système nerveux central. Donc là, ce n'est pas le cerveau, c'est la moelle épinière, mais c'est une partie du système nerveux central. On a des neurones dont le corps cellulaire est là, qui s'appellent des motoneurones, qui est en un axone et qui va aller connecter les muscles. Et on a, à l'inverse, des neurones situés dans les ganglions rachidiens, ce sont des petites chaînes situées le long de la moelle épinière, et qui ont une structure particulière, cellulaire particulière. En fait, ils ont un axone qui se découpe en deux segments, un qui va aller vers la périphérie et l'autre qui va aller vers une voie centrale. Et encore une fois, ces ganglions rachidiens, ces neurones des ganglions rachidiens sont très importants pour remonter l'information vers le système nerveux central. On a ce qu'on appelle les arcs réflexes associés à ce système. Et par exemple, le réflexe de Babinski, on le connaît tous, c'est quelque chose qui est testé chez les médecins. C'est quand on vous donne un petit coup de marteau juste sous le genou pour voir si vous avez un réflexe, enfin je veux dire si ce système nerveux somatique marche bien. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a directement une information sensorielle qui remonte, un interneurone entre les deux et une contraction. Donc c'est une réponse extrêmement rapide qui n'est pas contrôlée par le cerveau et qui est donc indépendant et qui se fait entre guillemets automatiquement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces signaux peuvent ensuite sont relayés au cerveau. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est dans le contexte des travaux de Sherrington. En fait, il s'est beaucoup intéressé à ce qu'il a appelé les réflexes de douleur, par exemple, c'est face à une brûlure. Donc, l'arc réflexe est au départ réellement associé, et on comprend pourquoi, à une réaction de défense. Si vous avez un stimulus douloureux, une brûlure, pour que l'individu ne se fasse pas mal, il faut que extrêmement rapidement, il y ait un mouvement qui retire, par exemple, la main
du stimulus douloureux ou de la douleur. Okay, donc ça, ce réflexe va permettre ça. En même temps, entre guillemets, il faut, ou en tout cas c'est utile, et c'est comme ça que Sherrington l'a décrit, qu'il faut qu'il y ait un stimulus qui remonte jusqu'au cerveau et qui soit un stimulus de douleur pour que finalement l'individu, l'individu concerné ou l'animal concerné puisse réaliser que c'est quelque chose qu'il faut éviter par la suite. Et donc en fait, il a défini la douleur, et ça je trouve que c'est un concept qui est intéressant, il a défini la douleur comme un ajout impératif à un système ou un réflexe protecteur, c'est en anglais, psychical adjunct of an imperative protective reflex. C'est-à-dire que la douleur, dans ce contexte-là, est réellement associée ou fait partie d'un réflexe protecteur. Le premier réflexe, c'est d'enlever la main, mais le fait d'avoir mal, c'est ce qui fait que finalement, on va se souvenir que c'est une expérience qu'il ne faut pas reproduire ou refaire. Et donc, ça fait partie d'une véritable réponse protectrice intégrée. Donc, on a cet effet réflexe et également une information qui remonte au cerveau. Alors, ces neurones des ganglions rachidiens, ils sont très intéressants parce qu'en fait, il y en a toute une panoplie. Ce n'est pas les différents noyaux des ganglions rachidiens ne médient pas nécessairement spécifiquement chacune de ces activités, mais on va avoir des neurones qui vont permettre de relayer tout un tas de percepts, la mécanosensation, est-ce que j'ai dû toucher, est-ce que c'est fort, etc. La thermosensation, le chaud, le froid, la nociception, la douleur, parfois reliée ou non avec la thermosensation, le prurite, c'est-à-dire la démangeaison. Et on en parlera la semaine prochaine, mais démangeaison, douleur, c'est des choses qui sont très importantes dans le système de la peau. Proprioception, ça j'en parlerai peu, ou à la fin, dernier cours, c'est comment est-ce que finalement on est capable de sentir les propres mouvements ou situer l'organisme dans l'espace. Et l'interoception, qui n'est pas, voilà, là il y a quelque chose qui ne va pas, interoception, voilà, mais c'est un petit peu disponentiel. Donc on verra ça dans le cours 4, où on s'intéressera vraiment à la question de comment est-ce que on peut percevoir, entre guillemets, comment on se sent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut percevoir la situation interne. Alors, tous ces différents types de neurones qui ont maintenant été bien identifiés sur un plan moléculaire, génétique, grâce aux études de transcriptomique unique, en fait, on peut les cartographier. Ça, c'est une cartographie qui date de 2021, qui est déjà un peu dépassée. Donc, c'est un champ qui avance vite, mais c'est pour vous donner un exemple. Et on a donc des neurones de types différents situés dans ces ganglions rachidiens qui vont faire des choses différentes. Donc les propriocepteurs vont aller s'enrouler autour des muscles, des fibres musculaires et des tendons pour donner un retour sur ce qui se passe au niveau musculaire. On va avoir des mécanosenseurs de type assez différents qui vont médier différents types de retours, etc., d'autres fibres. Et je vais m'intéresser pas mal et en parler pas mal des neurones sensoriels qui sont dits nocicepteurs parce qu'ils relaient la douleur et qui sont présents ici de manière très 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 large dans la peau, notamment dans l'épiderme. Et on va avoir des neurones qui sont peptidergiques ou non peptidergiques, donc ça veut dire qu'ils utilisent des neuropeptides ou pas. Donc par rapport à ce qu'on a vu, ça va être intéressant. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, ces fibres peptidergiques, nociceptrices et d'autres n'innervent pas que la peau. Souvent, on a l'idée que finalement, ces neurones sensoriels vont recouvrir toute la peau, mais en fait, ils vont recouvrir la peau et toutes les viscères, tous les organes, la vasculature, les articulations, les os, etc. Et donc, on va avoir un système sensoriel qui n'est pas que dirigé vers l'extérieur, vers la peau, mais aussi qui va finalement remonter une information issue de différentes structures qui sont vraiment présentes dans le corps. Donc, on a tous ces différents types de neurones.
Et on verra comment est-ce que ces neurones peuvent interagir ou pas avec des cellules immunitaires. Alors si on revient maintenant sur l'autre grand système qui permet d'interagir l'interaction entre le système nerveux central et la périphérie, c'est le système nerveux qu'on appelle autonome. Pourquoi? Parce qu'il contrôle les fonctions autonomes, la respiration, la fréquence cardiaque, le fonctionnement de certains organes et donc des fonctions qui sont inconscientes, d'où son nom. Il est formé de différents relais nerveux. Donc on a des neurones qui sont présents ici, dont les corps cellulaires sont présents dans le système nerveux central, le tronc cérébral et aussi la moelle épinière, et qui incluent ce que l'on appelle des neurones préganglioniques. Donc ces neurones vont faire des axones qui vont aller rejoindre d'autres structures, qui sont des petits ganglions, un amas de neurones présents dans le corps. Et on va avoir des ganglions qui sont situés à proximité de certains organes. Dans ce cadre bleu, on viendra là-dessus. Et dans le cadre d'un système qu'on appelle sympathique, on a une grande partie de ce relais qui est présent dans ce qu'on appelle une chaîne ganglionnaire sympathique, qui est située là aussi le long de la moelle épinière. Donc ce système est classiquement distingué entre un système dit sympathique, je reviendrai là-dessus, et un système parasympathique, même si le système parasympathique est en pleine reconstruction ou déconstruction, ou en tout cas les chercheurs sont vraiment en train de repenser comment ce système se définit, notamment par rapport à son développement. Et les deux systèmes, classiquement, sont définis différemment par le fait que dans le système sympathique, ce relais est proche du système nerveux central, alors que dans l'autre cas, les petits ganglions sont situés vraiment à proximité des organes. Donc, pour revenir sur la structure, là c'est un autre très beau dessin, parce que je suis également fanatique de Thomas Willis, qui représente ici l'innervation du larynx et du cœur, où on voit dès, encore une fois, le XVIIe siècle, tout le raffinement de ces projections. Et donc une distinction entre ces deux systèmes, dits sympathiques et parasympathiques. Alors, c'est déjà un schéma en évolution d'après les réseaux classiques. Classiquement, en fait, on a ces deux systèmes, en rouge sympathique, en bleu parasympathique. Déjà dans ce schéma, qui est issu d'un article du laboratoire de Jean-François Prunier, on a déjà une réassignation de ce système sacré qui est classiquement attribué au système parasympathique. Mais on a vraiment donc ces deux grands systèmes qui sont associés à des neurotransmetteurs et classiquement à des fonctions différentes. Donc ici, le système sympathique produit les neurones préganglionnaires de l'acétylcholine, mais les neurones ensuite ganglionnaires produisent ce qu'on appelle de la noradrénaline, qui est très proche de l'adrénaline, dont vous avez déjà entendu parler. Et puis, le système sympathique conduit par son innervation des glandes surrénales à la production d'adrénaline. À l'inverse, on a un système un peu différent de l'autre côté, et j'y reviendrai. Et donc, en ce qui concerne le système sympathique, il a vraiment été bien caractérisé dans un contexte qui est le contexte des études comportementales de Walter Bradford Cannon, The Wisdom of the Body, qui était la description de ce qu'il a appelé fight or flight response, c'est-à-dire une mobilisation de l'organisme entier dans un contexte de menace. Fight or flight, c'est vraiment la bataille ou la fuite. Et donc c'est un contexte de mobilisation de l'organisme où il a montré que la noradrénaline cérébrale et l'adrénaline produite en périphérique sont extrêmement importants pour mobiliser l'organisme dans un contexte de menace du milieu extérieur. Et la manière dont il a schématisé ça, c'était que des circuits liés au stress, capables de détecter cette menace, cortex, hippocampe, amygdale, projetés sur une structure particulière qui s'appelle le locus coeruleus et sur la formation réticulée, mais des circuits du tronc cérébral qui eux-mêmes sont directement capables d'activer
le système sympathique, et le système sympathique agit en se connectant sur différentes structures, tous les organes, par exemple, va accélérer la fréquence du rythme cardiaque et va faire d'autres choses dans ce même contexte, et en innervant les glandes surrénales, produire de l'adrénaline. Donc on a une stimulation très très forte de tous les organes qui sont innervés par le système sympathique. Et à l'inverse, il fallait imaginer un système qui permettait un retour à l'homéostasie. Et ce système, qui a été décrit comme rest and digest, on ne sait pas très bien quand est-ce que cette terminologie est apparue, mais on voit bien l'idée, on se repose et on digère. Et on a finalement, pour chacun des organes, une innervation, on va dire, en effet balancier, qui va opposer donc cette stimulation particulière. Et on a par exemple le ganglion cardiaque, ici on va voir le ganglion cardiaque qui lui va abaisser la fréquence cardiaque, on a un effet aussi sur les poumons, sur les intestins, etc. etc. Et à l'inverse de la noradrénaline qui est produite localement, on a tout ce système produit de l'acétylcholine, donc un neurotransmetteur qui est différent. Et un acteur clé de ce système dit parasympathique, parce qu'on peut se demander s'il existe vraiment, j'y reviendrai, c'est donc ce fameux nerf vague qui innerve une grande partie des viscères, et dont on a un peu parlé la semaine dernière, et qui est vraiment très important dans l'interaction, le dialogue avec tout ce qui est organes périphériques. Donc juste pour mentionner et pour expliciter l'étude des différents composés du système parasympathique ces dernières années par Jean-François Brunet, par le laboratoire Jean-François Brunet, a vraiment permis de remettre en question l'existence même d'un collectif parasympathique. Il apparaît plutôt qu'on a différents éléments qui vont permettre de contrebalancer les effets du système sympathique, mais qui vont agir de manière un petit peu différente ou qui ont un développement différent. Par exemple, une branche qui innerve tout ce qui va être cardiaque et qui va passer par le nerf vague, une autre branche qui va aller rejoindre le système entérique dans tout ce qui est intestin, une autre branche pour toute la région pelvienne, etc., etc. Quoi qu'il en soit, les fonctions associées à ce système, enfin, on peut se demander si c'est un système, mais à certains de ces nerfs, ont été particulièrement bien caractérisées pour les interactions neuro-immunitaires dans le contexte de ce nerf qui est le nerf vague. Donc le nerf vague innerve tout un tas d'organes. Donc il y a une petite branche derrière l'oreille, mais le cœur, les poumons, le foie, l'estomac, tous les intestins, le pancréas, etc. C'est le nerf 10. C'est 80% d'afférence, c'est-à-dire il y a 80% de fibres nerveuses qui remontent vers le cerveau et 20% de fibres qui descendent vers la périphérie. Donc c'est une entrée massive et en retour aussi. Il y a 2 ganglions associés au nerf vague et ces ganglions, donc sensoriels, vont projeter sur une structure qui a vraiment été impliquée dans beaucoup de fonctions, et on va revenir là-dessus, qui est le noyau du tractus solitaire. Donc une entrée sensorielle au niveau du noyau du tractus solitaire et des noyaux moteurs, comme dans la boucle, même si ce n'est pas forcément un réflexe, là-dessus, on va des noyaux moteurs, le noyau moteur dorsal du vague, le noyau ambigu, etc. Et donc ce noyau NTS du tract solitaire reçoit toutes ces entrées et on a vu la semaine dernière que des cytokines dans chacun des organes peuvent activer ce nerf vague et être relayées au niveau central, au niveau du tronc cérébral via ce noyau et avoir des effets sur différentes régions. On a vu aussi finalement que cette activation du nerf vague pouvait être impliquée dans ce qui a été découvert et appelé par Kevin Tracy dans les années 2000, ça a été vraiment découvert à ce moment-là, le réflexe cholinergique immunitaire, qui est un réflexe qu'il a décrit dans un contexte de sepsis, c'est-à-dire d'inflammation très forte dans laquelle le fonctionnement même des organes peut être mis en danger et conduire à la mort. Dans ce contexte-là, donc une inflammation périphérique massive où les macrophages produisent énormément de cytokines, ça peut être le cas dans différents organes.
il a montré qu'on avait un relais via le nerf vague jusqu'à ce noyau du tract solitaire. Et il a appelé ça un réflexe parce que ce qu'il a vu, c'est une réponse extrêmement rapide et efficace sur la rate, qui est un organe lymphoïde, on y reviendra, où il y a une activation de certains lymphocytes T qui vont produire un neurotransmetteur et ensuite agir sur les macrophages pour les empêcher de produire ces cytokines inflammatoires. Alors, ce qu'il propose également, c'est que ce retour, ce bras retour, passe également par le nerf vague. Et là, c'est un petit peu compliqué sur le plan anatomique parce qu'en fait, ce n'est pas très clair comment, par quel nerf, le vague pourrait aller sur la rate, parce qu'il n'y a pas d'innervation véritable de la rate. Donc, il y a un plexus qui passe à proximité. Enfin, il y a encore une petite question sur comment est-ce que vraiment ça pourrait être relayé et est-ce que ça passe vraiment par le vague ou par le système parasympathique. Ça, c'est des questions qui sont en cours. Mais ce réflexe rapide anti-inflammatoire a vraiment ouvert la porte à tout un tas d'applications qui étaient la stimulation du nerf vague pour limiter ou réduire l'inflammation dans un grand nombre de pathologies. Donc, depuis 1997, la stimulation du nerf vague est autorisée, par exemple, pour l'épilepsie, et puis plus récemment pour certains cas de dépression, mais on a aussi prescription maintenant ou autorisation d'essayer la stimulation du nerf vague pour d'autres pathologies de type inflammatoire. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs études qui sont vraiment focalisées sur des dispositifs électriques qui permettent de stimuler le nerf vague et d'induire une baisse de l'état inflammatoire. Il y a aussi l'émergence d'un grand nombre de méthodes de stimulation naturelle du nerf vague qui vont de la méditation à certains exercices de respiration qui modulent donc l'activité du nerf vague et qui ont été associés à, on va dire, un bien-être ou en tout cas une modulation de l'activité de ce nerf particulier. Au-delà de ça, en fait, ce qui a été bien décrit, c'est que l'activation du nerf vague va à proximité, via le noyau du tract solitaire, le NTS, moduler différents noyaux qui vont être impliqués dans des circuits cérébraux assez divers, mais qui sont importants parce qu'ils produisent de la sérotonine, comme le noyau du Raphet. Et on sait que les niveaux de sérotonine sont importants dans des contextes de dépression ou de maladies affectant des troubles de l'humeur. Le locus coeruleus, dont je parlais, qui est impliqué dans l'activation de la voie sympathique, donc l'autre bras du système autonome, et aussi des noyaux qui, eux, vont produire de l'acétylcholine au niveau central et qui sont importants pour l'éveil, la motivation et globalement un état d'alerte. Et ce qui a été montré maintenant aussi, c'est que la stimulation du nerf vague, au-delà de ce qu'elle peut faire sur l'aspect neuro-immunitaire, a l'air d'être assez importante pour favoriser, peut-être, et ça c'est pas clair, via la modulation de ces noyaux, pour favoriser de la plasticité. Et par exemple, on a, ça c'est sorti cette semaine, hein, donc je l'ai rajouté. Mais on commence à avoir des modèles de stimulation en boucle du nerf vague qui sont impliqués ou qui sont utilisés, par exemple, dans des modèles de lésions de la moelle épinière ou dans des modèles aussi de stroke, d'accident cérébral vasculaire pour essayer de favoriser la plasticité. Et donc, en fait, ce noyau, ce nerf vague qui arrive sur ce noyau, et qui est interconnecté avec un grand nombre de réseaux modulateurs, de neuromodulateurs importants pour le fonctionnement du cerveau et pour la plasticité, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine, a l'air d'être une voie d'entrée très intéressante pour moduler énormément finalement de parallèles. Kevin Tracy qui prône la modulation, ou en tout cas la stimulation du nerf vague pour à peu près tout, vient de sortir un livre. Moi, je ne l'ai pas encore lu, The Great Nerve, mais il n'est pas traduit en français. Mais en tout cas, la stimulation du nerf vague est
quelque chose qui est en vogue. Le nerf vague est en vogue. Voilà. Avec des applications potentielles. Donc on a vu maintenant un petit peu les grandes voies de communication, le système somatique, la peau sensorielle, mais aussi tout ce qui va être douleur, la démangeaison, qui innerve la peau, mais qui innerve aussi les viscères. Et par ailleurs, le système autonome, avec un système sympathique qui produit de la noradrénaline au niveau des différents organes, mais qui stimule aussi la production globale de la noradrénaline et la stimulation d'adrénaline au niveau des surrénales. Et un autre système parasympathique, dit parasympathique, mais qui est en voie de déconstruction, de reconstruction, notamment avec le nerf vague, qui innerve les viscères, qui est une voie d'entrée de nombreux signaux et qui potentiellement est impliqué dans ce réflexe qui va moduler le système immunitaire. Alors qu'en est-il d'effets plus systémiques, c'est-à-dire des cytokines qui peuvent agir par la circulation sanguine ou agir globalement sur l'état ou sur l'état qu'on peut avoir. Donc la première chose, c'est vraiment tout ce qui va être les grandes voies du stress, c'est-à-dire quand on a une menace ou quelque chose qui peut être perçu comme un stress psychologique, que se passe-t-il ? Donc je vous ai déjà parlé du système, de l'activation du système sympatho-surrénalien, c'est-à-dire le système sympathique. On a un stress qu'on analyse comme stress, ça peut être une menace, ça peut être quelque chose de très très factuel, ou ça peut être encore une fois un stress psychologique. Et ces deux types de stress convergent sur les mêmes voies, donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. On va avoir une activation du système sympathique, le cilius, la formation réticulée, hop, système sympathique, production de noradrénaline périphérique, production d'adrénaline dans les surrénales. Et puis en parallèle, on va avoir l'activation d'un système beaucoup plus systémique, en tout cas d'un système qui va produire des facteurs qui vont rejoindre la circulation sanguine et agir de manière générale, via une connexion sur un noyau du cerveau une région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, et notamment qui vont cibler un petit noyau qui s'appelle le noyau paraventriculaire, PVN, qui vont produire certains facteurs, qui va agir sur l'hypophyse, qui va produire des neurones qui vont produire ce facteur, la CTH, et qui va agir à distance sur une autre région des glandes médullosurrénales, des glandes surrénales, pour induire la production de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi ? C'est un glucocorticoïde ou un corticoïde naturel. Donc vous savez tous, quand vous prenez de la cortisone, il y a un effet anti-inflammatoire majeur, ça passe par les récepteurs aux glucocorticoïdes, et en fait là, on produit une molécule endogène, le cortisol, qui va donc avoir un effet anti-inflammatoire. Et donc on a deux boucles parallèles qui vont agir à des vitesses différentes, sur des structures différentes, mais qui vont avoir des effets sur la régulation différente. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir des effets très différents d'un stress aigu par rapport à un stress chronique qui va déséquilibrer finalement ce système. Alors juste pour vous situer où sont les structures dans le cerveau, parce que sur les schémas après on va revenir. Donc ce noyau, le PVN de l'hypothalamus, ici, un noyau qui va produire, donc qui va relarguer le CRH, qui va agir sur des noyaux sur ce système de l'hypophyse, qui va induire, et ensuite sur les glandes surrénales. Et ce noyau ici est situé à cet endroit-là. Le NTS n'est pas très 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 loin, il y a des connexions entre les deux. Il y a une autre structure ici qui s'appelle l'amygdale, qui est clé dans la réponse à l'anxiété, aux menaces et à la peur, qui est également pas très loin et qui a des interconnexions fortes avec toutes ces structures. Et donc on va avoir une suppression de la réponse immunitaire. Donc ça, c'est la première chose à savoir. On peut avoir en réponse à un stress la production de ces facteurs qui vont rejoindre la circulation. À l'inverse, est-ce que des cytokines inflammatoires qui peuvent être produits de manière et atteindre la circulation peuvent avoir un effet? Et alors là, il faut repartir sur ce qu'on sait du cerveau
et du privilège entre guillemets immunitaire. Le cerveau, le système nerveux central est protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, ce qui fait qu'il y a très peu de facteurs ou de cellules qui peuvent rentrer dans le cerveau et moduler son état. C'est un système protecteur très efficace jusqu'au moment où les choses peuvent rentrer dans le cerveau. Donc on sait que c'est le cas dans à peu près toutes les régions du cerveau. Il y a aussi une barrière au niveau des méninges. Mais ce qu'on sait également, c'est que certaines molécules peuvent passer. Alors on a vu que certaines molécules, certaines cytokines sont produites dans les méninges, donc vraiment à proximité du cerveau, et sont capables d'agir sur le cerveau, des régions du cerveau qui sont situées juste en dessous. Donc une interaction très locale avec des cellules immunitaires qui sont présentes vraiment dans les méninges qui entourent le cerveau. Il y a deux autres types de structures qui peuvent vraiment jouer un rôle sur les facteurs qui peuvent passer. C'est ce qu'on appelle les organes circonventriculaires, CVO en anglais, et une autre structure qui s'appelle les plexus choroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que les organes circonventriculaires? Derrière ce nom un peu compliqué, c'est quelque chose d'assez simple. C'est des petits organes qui sont situés dans différentes régions du cerveau, ici sur un IRM humain. Par exemple, ici, l'area postrema. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les détailler, mais ici, l'éminence ganglionnaire, qui est une région de l'hypothalamus, c'est des régions où la barrière hémato-encéphalique n'est pas tout à fait fermée. Et ce sont des régions où, en fait, le cerveau peut sentir ce qui se passe dans la circulation sanguine. Ce sont des régions qui sont très importantes pour la prise alimentaire, la régulation de plusieurs fonctions, de plusieurs types de fonctions physiologiques. Et par exemple, l'area postrema, c'est une région qui est très importante pour déclencher des réponses de type vomitive quand vous mangez quelque chose de toxique. Ce qui fait que quand vous avez été très 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 malade en mangeant quelque chose, vous allez re-être malade quand vous allez le remanger, même s'il n'y a pas de toxines présentes dans ces éléments-là, par exemple les fruits de mer, c'est l'area postrema qui sent ce qui se passe et qui va permettre d'apprendre finalement d'associer différentes régions. Donc ce sont des régions particulières d'interaction entre la circulation sanguine et le cerveau où il y a moins d'interaction. Les plexus choroïdes, ce sont des régions différentes qui n'ont rien à voir, qui sont des régions qui produisent le liquide qui baigne le cerveau, qui produisent ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, et qui sont des régions qui, là aussi, ont une organisation un petit peu différente d'une barrière et qui vont permettre d'interagir, une interaction entre la circulation sanguine et ce liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau. Et donc on va avoir, au niveau de ces plexus choroïdes qui produisent ce liquide, le passage de cytokines inflammatoires ou anti-inflammatoires, mais aussi la possibilité d'avoir des cellules immunitaires qui rentrent. Donc des voies de passage particulières au niveau du cerveau qui ne sont pas n'importe où et qui vont orchestrer ou être importants justement dans ce dialogue avec les informations périphériques. Alors pour revenir sur ce qu'on appelle le comportement de maladie et la fièvre, donc quand on a une infection, une inflammation bactérienne, virale, etc., on déclenche une batterie de réponses, la fièvre et donc ce comportement de maladie où on a une apathie, un retrait social, une perte d'appétit, etc. Et je vous ai dit qu'on connaissait l'existence d'une voie humorale et l'existence d'une voie nerveuse qui passe par le nerf vague. Ce qui a bien été montré maintenant, c'est que la voie humorale, c'est-à-dire via la circulation sanguine et via les organes circonventriculaires, est essentielle, par exemple, pour le déclenchement de la fièvre. Et d'autres aspects vont plutôt passer par une voie nerveuse. Donc on a, en fonction des réponses, des choses qui vont être différentes. Donc des passages, des points de passage importants, mais ça veut dire aussi que finalement, encore une fois, comme le système nerveux et le système immunitaire peuvent en permanence communiquer, si les interactions changent, on va pouvoir créer des nouvelles interactions.
Et une caractéristique, c'est l'entrée possible de cellules immunitaires à l'intérieur du cerveau ou de la moelle épinière. Et ça, c'est des choses qui se passent dans des contextes, notamment, soit de vieillissement, soit de pathologie. Par exemple, ce qui a bien été montré maintenant, c'est qu'on a, pendant le vieillissement du cerveau, une entrée progressive de certaines régions, et notamment de ce qu'on appelle les niches neurogéniques, c'est-à-dire des régions où on peut produire des nouveaux neurones. On a une infiltration progressive de certains lymphocytes T qui ne sont pas là normalement, et ce qui vont moduler, altérer, réduire la capacité de ces niches prolifératives. Et donc l'entrée de ces cellules immunitaires vont produire des cytokines et bien sûr elles vont agir sur leur environnement qui est capable d'y répondre puisqu'ils ont tous les récepteurs sensibles aux signaux immunitaires. Il y a d'autres pathologies, on va dire, j'en ai pris une, mais il y a vraiment plusieurs types de pathologies. Par exemple la sclérose en plaques, où on peut avoir des entrées massives de cellules immunitaires dans le système nerveux central qui vont être importantes pour les phases de démyélinisation et de remyélinisation ou d'absence de remyélinisation. Et là aussi, l'entrée de ces cellules va effectivement agir sur les fonctions cérébrales. Et puis, il y a des tas d'exemples qui sont en train d'émerger. Alors j'en ai pris un parce que je le trouve assez... parce qu'il est récent, mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est des chercheurs qui ont montré que dans le contexte d'un infarctus, dans un modèle animal bien sûr, mais dans le contexte d'un infarctus, il y a toute une boucle de régulation neuro-immunitaire qui aboutit à ce que dans une région du cerveau très particulière, qui est le thalamus, qui régule le sommeil, on a une entrée de cellules immunitaires circulantes qui produit des facteurs qui vont promouvoir le sommeil. Et donc dans ce contexte, et les auteurs montrent dans cette étude que cette promotion d'entrée ou de favoriser le sommeil dans ce contexte-là est absolument essentielle pour avoir une bonne réparation du cœur dans un contexte d'infarctus où il y a possibilité d'avoir une réparation cardiaque. Et donc là, on voit que d'aller regarder ces boucles neuro-immunitaires, il y a vraiment quelque chose de fondamental. La réponse d'un organisme à une lésion, la réponse d'un organisme à un stress est globale et repose sur des interactions neuro-immunitaires, certaines qu'on connaît et certaines finalement qu'on commence à peine à découvrir, puisque favoriser ou moduler le sommeil peut être quelque chose qui va être très important dans un contexte d'évolution d'une pathologie. Donc on a vu un petit peu l'organisation physique, matérielle des nerfs qui vont... Non, c'est par là. Des nerfs qui vont vers la périphérie et qui modulent l'activité de cellules immunitaires. À l'inverse, les mêmes nerfs qui vont médier l'entrée de signaux vers les circuits, et puis des voies beaucoup plus systémiques qui vont de signaux inflammatoires qui peuvent rentrer dans le cerveau et moduler l'activité, ou même de cellules immunitaires qui peuvent rentrer et affecter cette fonction. Et là maintenant, on va passer le temps qui reste sur trois exemples qu'on va vraiment regarder de manière assez succincte, mais pour illustrer à quel point finalement ce dialogue peut être important ou riche dans des contextes différents. Alors le premier contexte, donc ici, on va regarder vraiment ce qui se passe de la péri au cerveau, les interactions. On va commencer par un système très basique. Encore une fois, on y reviendra dans le cours prochain sur la peau, qui sont ces neurones sensoriels, dits nocicepteurs, qui innervent la peau, mais aussi d'autres organes, et qui sont vraiment partie intégrante d'une boucle neuro-immunitaire. Alors pourquoi? Comment? Alors ces neurones sensoriels, dits encore une fois nocicepteurs, parce qu'ils médient la douleur, nociception c'est la douleur, c'est des neurones qui vont, par exemple dans la peau, être vraiment dans l'épiderme, absolument partout, et si on a une stimulation, vont envoyer vers la moelle épinière, puis ensuite vers le cerveau, une sensation ou une détection d'un signal.
Ces neurones sensoriels, on va les retrouver dans toute la chaîne ganglionnaire des ganglions rachidiens, donc tout le long de la moelle épinière. Ils vont énerver absolument toute la peau, mais on les retrouve aussi dans le système vagal. Ils vont énerver les méninges. C'est très important pour la migraine, par exemple, ces interactions neuroimmunitaires, mais les poumons, les intestins, etc., tout ce que le nerf vague innerve. Et ces neurones ont une organisation très particulière. Je vous ai dit déjà, donc ils ont un axone qui va de la périphérie au central. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une organisation, une réponse, enfin un phénomène qui s'appelle le réflexe axonal et qui va directement organiser un dialogue neuroimmunitaire en périphérie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a une stimulation et on va avoir passage, donc passage relais vers la voie centrale, mais on a une rétropropagation sur les autres branches de l'axone. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va déclencher ici le relargage de neuropeptides qui vont directement agir sur les cellules immunitaires qui sont présentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une piqûre, vous allez sentir la piqûre, mais directement, les neurones sensoriels qui sentent la piqûre vont automatiquement et directement, réflexe, automatiquement, vont directement, agir sur des cellules immunitaires présentes localement et ce qui va produire une réaction locale. Et ça, c'est le cas de la peau, mais aussi tous ces organes qui ont été décrits. Alors, quel type de réponse? Par exemple, les mastocytes, dont je vous ai dit qu'ils étaient essentiels pour la réponse allergique, en réponse au relargage de substances P, vont directement relarguer tous les médiateurs inflammatoires. L'histamine, mais plein d'autres choses, qui vont agir directement sur l'inflammation locale. On va avoir d'autres cellules, par exemple les macrophages, et je vous ai dit donc qu'ils vont répondre différemment à la substance P ou à ce neuropeptide CGRP qui agit via ce double récepteur ici qui est CalCRL et RAMP1, qui a deux molécules ensemble qui forment un récepteur et qui, à l'inverse de produire ici des cytokines pro-inflammatoires, peut produire ici des cytokines anti-inflammatoires. Donc on peut avoir des réponses différentes en fonction du contexte. Il n'empêche, on a automatiquement, en réponse à une stimulation nerveuse, l'activation de cellules immunitaires. Et ça, c'est intéressant, c'est associé à ce qu'on appelle la triple réponse de Lewis, c'est-à-dire que dans une stimulation qui peut ne pas être directement, normalement activatrice du système immunitaire, on va avoir rougeur, érythème, œdème, et donc ce qu'on appelle une inflammation neurogène qui est induite par une stimulation nerveuse. Et ça, c'est quelque chose de très important, par exemple, dans des douleurs neuropathiques, où on va pouvoir induire une boucle d'inflammation locale en réponse à une douleur d'origine nerveuse, mais aussi dans des contextes d'allergie ou d'autres contextes particuliers. Alors comment c'est régi? C'est via des tas d'interactions différentes au niveau de l'interaction avec les vaisseaux qui vont produire un œdème, une dilatation, la réponse de différents macrophages, le recrutement de certaines cellules immunitaires, etc. etc. Et puis ce qui est important, c'est la rétroaction ou la boucle d'interaction. Parce que finalement, ce que je vous ai dit, c'est que ces cellules vont relarguer des produits ou des facteurs, mais ces facteurs vont aussi avoir un effet sur les neurones locaux. Et par exemple, dans le cas des cellules des mastocytes, ils vont produire, encore une fois, de l'histamine qui va agir sur les neurones, qui vont relarguer, etc. etc. Donc vraiment, ce réflexe axonal est au cœur d'une interaction qui peut être associée à j'en ai parlé un petit peu, mais certaines pathologies où on va avoir, en réponse à une stimulation nerveuse, une inflammation chronique qui peut être établie, et puis un cercle vicieux. Mais finalement, il y a aussi des côtés positifs. Et pourquoi est-ce que en fait, ça permet d'orchestrer très localement une réponse immunitaire à un stimulus, sans avoir à repasser par toute une boucle périphérique, donc quelque chose qui va être beaucoup plus lent et potentiellement beaucoup moins ciblé. Et là, il y a tout un tas de travaux qui sont encore une fois assez récents, ces 2 dernières années, où il a été montré que ces interactions neuroimmunitaires sont aussi importantes
par exemple, pour réparer les tissus, on a les neurones sensoriels qui vont aider à réparer les tissus dans tout un tas de lésions, avec soit des neuropeptides, mais d'autres molécules aussi. On en reparlera la semaine prochaine. Et puis, ça, c'est juste un teaser aussi pour la semaine prochaine. Toutes ces interactions vont être modulées par d'autres aspects, comme par exemple le microbiote ou la présence de certaines bactéries ou de certains pathogènes. Donc, on a, même au niveau très local, un dialogue, et qui repose vraiment sur le fait que voilà, c'est les mêmes molécules qui sont utilisées et qui vont permettre de dialoguer et d'orchestrer. Alors un autre exemple, c'est comment sentir l'inflammation et y répondre, et notamment tout ce qui va être circuit du nerf vague et l'activation de ce noyau central, qui est le noyau, entre guillemets, qui reçoit les afférences du nerf vague et qui est le noyau du tract solitaire. Alors, on a identifié très récemment, c'est encore, vous voyez, c'est vraiment des travaux très récents, donc c'est vraiment des choses qui sont en train d'être faites, c'est des choses qu'on découvre. Là, on est dans les 5 dernières années ou les derniers mois. Donc, il y a différents noyaux qui ont été identifiés en réponse à des infections, des inflammations, des réponses immunitaires. Donc, ici, par exemple, c'est la grippe. Quels sont les noyaux, les neurones impliqués dans la réponse, le comportement de maladie induit par la grippe? Donc, sickness behavior, c'est le comportement de maladie. On a identifié d'autres noyaux, etc., etc. Et alors, un travail qui a suivi ça et qui est assez intéressant, et je vais juste vous détailler, mais brièvement, parce que je suis un petit peu en retard, c'est un circuit qui a été identifié. Donc voilà, là, c'est des travaux qui datent d'il y a un peu moins d'une année. Non, il y a, oui, voilà. Un circuit qui est intéressant puisque ça implique le nerf vague, comme on en a déjà parlé, donc les signaux du nerf vague, mais qui a démontré que finalement, les neurones du nerf vague n'étaient pas uniquement, comme dans le contexte du réflexe immunitaire, capable de sentir une inflammation. Le réflexe immunitaire, c'est dans le cadre d'un sepsis, on a une réponse anti-inflammatoire très rapide. Mais ce travail a montré que ces neurones étaient également capables de sentir une panoplie de signaux inflammatoires, pro-inflammatoires, mais aussi anti-inflammatoires. Et que donc une capacité de monitoring, de surveillance de l'état immunitaire du corps. Donc juste en 2 mots, donc là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont induit ou mimé une infection en injectant le LPS, lipopolysaccharide, c'est un composé de la membrane des bactéries, gram-négatif, qui est capable d'induire ou de mimer une infection bactérienne. Et ce qu'ils regardent, c'est en réponse à ça, la production de cellules de cytokines inflammatoires et l'activation de différents noyaux en utilisant ce gène FOS qui est important, qui est induit en réponse à l'activité neuronale. Ils ont montré que l'activation de ce gène était vraiment essentielle, que le nerf vague était essentiel à l'activation de ces noyaux, parce que quand on fait une vagotomie, dans ce contexte-là, on n'a plus du tout de réponse ou d'induction de l'activité de ces noyaux, qui correspond avec le fait qu'on n'a plus d'induction, de réponse à ce signal. Et donc, pour aller vite, c'est quelque chose que j'ai mentionné la semaine dernière dans les nouveaux outils, on a un moyen d'attraper ces neurones qui expriment ces fausses, en tout cas de les marquer pour après les manipuler, induire leur activité ou limiter leur activité avec des systèmes moléculaires qui permettent vraiment de moduler maintenant l'activité de certains neurones particuliers. Et donc en utilisant ce système, ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'en activant les neurones qui étaient induits par les nerfs vagaux, dont l'activité est modulée par le nerf vagal, on peut avoir une augmentation de la production de certaines cytokines inflammatoires, mais aussi une baisse de cytokines anti-inflammatoires. Et l'inverse est vrai quand on est dans un contexte différent. Et ça, c'est nouveau. Ce qui a été vraiment bien montré, en regardant là encore l'activité des neurones sensoriels présents dans le nerf vague et qui relaient sur ce noyau du tract solitaire, on a des neurones qui répondent à différents types de cytokines et qui ensuite peuvent moduler différentes cytokines. Donc ça suggère que le nerf vague, le noyau vague, les neurones sensoriels vagues sont capables de répondre, de moduler la réponse inflammatoire
en sentant finalement des signaux qui peuvent être très différents, pro-inflammatoires, anti-inflammatoires, agissant un petit peu comme un rhéostat et être capable de moduler la réponse associée. Et les auteurs ont montré également que ce rhéostat est capable d'agir et de moduler la réponse dans des contextes physiologiques comme ceux d'une inflammation liée à une inflammation gastro-intestinale. Donc on a véritablement, dans ce contexte de relais interne des voies périphériques sur les noyaux centraux, quelque chose qui passe en grande majorité, ou en tout cas en large partie, par le nerf vague, qui est relayé par ce noyau du tract solitaire et qui a l'air d'avoir une activité essentielle. Alors je vais aller un petit peu vite sur la fin, parce que j'ai un petit peu traîné. Mais le troisième point qui est quand même pour moi assez important, donc je vais résumer en espérant être clair, c'est l'innervation des centres lymphoïdes. Ok, alors de quoi je parle? Donc là, on parle de signaux qui peuvent remonter au cerveau. Une question, c'est comment est-ce que le cerveau peut moduler la réponse immunitaire? Donc je vous ai dit, il y a des fibres qui arrivent dans le corps qui vont pouvoir moduler l'activité des cellules en modulant leurs propriétés. Mais ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est qu'en fait, par exemple, le système sympathique innerve des centres qui sont clés pour la production et l'activation des cellules immunitaires. Qu'est-ce que c'est que ces centres? C'est ce qu'on appelle des centres lymphoïdes, la moelle osseuse, le thymus, qui sont essentiels pour la production, la maturation, la sélection de lymphocytes, et ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires, comme par exemple la rate, les ganglions lymphatiques, où en fait les cellules de l'immunité adaptative, lymphocyte B, lymphocyte T, après avoir circulé dans le corps, vont être drainées, et c'est là qu'on va avoir une initiation de la réponse adaptative. Okay? Et ce qu'on sait, et il y a d'autres organes secondaires dont je ne parle pas. Les organes primaires, c'est la moelle osseuse, où les lymphocytes sont produits, le thymus, où ils sont sélectionnés. Et puis ce qui se passe, et là c'est juste ce schéma très compliqué, tout va bien, pour des lymphocytes B qui vont produire des anticorps, on va avoir un voyage qui part de la moelle osseuse, où ils sont produits, ils vont aller ensuite se balader, être activés dans les tissus, se retrouver dans des organes lymphoïdes secondaires comme la rate, où ils vont être activés pour répondre à certains peptides et à certains antigènes. Et puis, on va avoir ces anticorps ou ces cellules B qui vont rejoindre ce qu'on appelle des centres germinatifs, où ils vont produire où ils vont se transformer en ce qu'on appelle des plasmocytes, des lymphocytes B, qui sont capables de produire beaucoup d'anticorps et aussi de faire des cellules mémoire qui vont permettre ensuite d'être réactivées plus tard. Et donc, tout ce qui se passe dans la rate, dans les organes lymphoïdes secondaires, est très important, puisque c'est ça qui va réguler la réponse immunitaire, par exemple la production d'anticorps. Et donc, dans le réflexe immunitaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le bras retour passe par la rate et agit sur les lymphocytes qui vont agir sur les macrophages de la rate pour baisser les cytokines. Donc, quel est le schéma actuel? Donc, on sait depuis très longtemps que le système nerveux sympathique innerve tous ces centres, et on sait aussi que ça peut avoir un rôle. Et donc là, il y a des questions qui sont en train d'émerger. La première, c'est qu'est-ce que c'est que ces fonctions de l'innervation sympathique? Est-ce qu'il y a d'autres innervations du nerf vague, des neurones sensoriels dont je vous ai parlé? Et puis, quels sont les circuits en amont qui peuvent agir sur ce système sympathique, par exemple, pour moduler l'activation de la production de certains anticorps? Et la réponse ou la production d'anticorps est quelque chose de fondamental dans la réponse adaptative à une infection. Alors, de très nombreux travaux ces quelques dernières années ont vraiment permis de remettre complètement à plat ce qu'on sait de l'innervation de ces organes lymphoïdes, parce que, encore une fois, on peut faire maintenant du traçage axonal qu'on ne pouvait pas faire avant grâce à des vecteurs viraux. On peut transparaser les organes et aller regarder toute l'innervation qui est présente dans ces structures.
Et donc maintenant, on a une idée très 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 claire, donc ça c'est vraiment des travaux, encore une fois, de ces dernières années, de l'innervation des différents organes. Donc on a une innervation sympathique, mais ce qui a émergé, c'est qu'il y avait aussi d'autres types d'innervation, notamment une innervation sensorielle de ces différentes structures. Ici, c'est les organes lymphoïdes primaires, mais on a aussi la même chose qui a été observée, par exemple, ici, on a une innervation sympathique, sensorielle d'organes comme les ganglions lymphatiques. Et on verra après que ça a été montré très récemment aussi pour la rate. Donc on peut voir toute cette innervation. Maintenant, on peut la visualiser, la mesurer, regarder si ces fibres arrivent à côté de cellules immunitaires, qu'est-ce qui se passe, et regarder vraiment le dialogue dans ces organes. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'au-delà d'une réponse immunitaire rapide, un réflexe immunitaire, on a une infection, on a un excès de réponse immunitaire, retour, réflexe immunitaire, hop, l'inflammation diminue, on a tout un effet de modulation de toutes ces différentes niches par l'innervation. La production des cellules, est-ce qu'elles quittent ou non la moelle osseuse? Est-ce qu'elles vont être présentes longtemps dans la circulation sanguine? Et est-ce qu'elles sont, et comment elles sont activées dans les organes périphériques? Donc, il y a un aspect aussi qui est lié avec le rythme circadien, où le système sympathique est très circadien. Donc, on a une modulation aussi qui dépend du rythme circadien et une régulation sensorielle. Donc ces différentes innervations peuvent influer sur différents aspects. Donc ici, c'est la niche dans la moelle osseuse. On a des inférences sympathiques qui agissent sur ces progéniteurs de moelle osseuse, qui sont les cellules souches hématopoïétiques, mais aussi des fibres nociceptives. Et en fait, ces deux types de fibres vont agir sur toute la vie des cellules dans ces différentes structures. Donc récemment aussi, encore une fois, une innervation d'axones sensoriels, nocicepteurs et pas que sympathiques, qui a l'air d'être présente dans toute une catégorie d'organes et qui a l'air de moduler, encore une fois, cette réponse adaptative. Et ici, ce qui a été montré, c'est que l'activation des fibres sensorielles promeut une réponse humorale des lymphocytes B, donc augmente la production ou l'efficacité de la production de cellules qui vont faire des anticorps. Ce qui a également été montré, et cette fois-ci dans le contexte sympathique, c'est l'identification des circuits qui sont en amont. Donc je vous ai dit, il y a une innervation sympathique, tout ça c'est le circuit sympathique qui arrive dans la rate et qui va induire une production, une augmentation de la production d'anticorps. En faisant des traçages axonaux et en reconstruisant les circuits, on a pu identifier par quel circuit le stress, par exemple un stress de contention, va pouvoir moduler la capacité à produire des anticorps. Et donc le stress, et là c'est un stress qui est même manipulable, c'est ce qui est écrit là, c'est-à-dire un stress qui n'est pas un stress d'ordre, qui est un stress psychologique, est capable de moduler la production ou la préparation à la production d'anticorps. Et c'est ce que les auteurs ont appelé préparation immunitaire, où en fait, dans un contexte de stress, même psychologique, on voit que l'interaction neuro-immunitaire est capable de faire monter une réponse adaptative, potentiellement en préparation de réponse à une infection. Donc les circuits commencent à être bien décrits et je vais passer ça. Et donc on se retrouve dans un schéma un petit peu global où on a deux grands circuits, entre guillemets, qui vont pouvoir réguler ces interactions entre le cerveau et la périphérie. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle des stresseurs, c'est-à-dire ça peut être une menace, ça peut être on va dire une blessure, mais ça peut être un stress psychologique qui va agir sur des circuits qui vont notamment converger vers l'amygdale et qui va avoir des effets très différents. Elle va pouvoir se connecter sur ces neurones, ici, sur certains neurones de ce noyau de l'hypothalamus, le PVN, qui va produire des circuits via l'hypophyse qui vont agir
sur les glandes surrénales, et d'un autre côté, va pouvoir agir via le système parasympathique sur la rate et sur les ganglions lymphatiques pour moduler la réponse de l'immunité adaptative. Donc on a deux circuits assez différents et qui vont agir à des tempos différents, une réponse assez lente, systémique, une réponse beaucoup plus rapide qui va primer potentiellement une réponse immunitaire adaptative. Également, dans ce contexte effecteur, on a aussi un bras qui est le bras qui va permettre de faire remonter l'information et un rôle très important du nerf vague et de différentes cytokines circulantes sur le nerf vague. Je vous ai dit, on peut sentir l'inflammation, mais on peut aussi sentir la production de cytokines qui sont anti-inflammatoires. Et la question, et via cette activation, on sait qu'on peut avoir, via le réflexe immunitaire, une réponse très rapide sur la production de cytokines inflammatoires, notamment par exemple dans le contexte d'un sepsis. Mais on sait aussi, et on ne sait pas également par quelle voie particulière cette réponse passe, on peut avoir une modulation qui passe là encore par une voie systémique ou qui va passer par le nerf vague pour moduler d'autres aspects en aval. Et enfin, dans ce contexte-là, on a également d'autres voies d'entrée de cytokines qui vont pouvoir aller directement moduler différents noyaux à proximité du NTS ou ailleurs et moduler la réponse comportementale, comme par exemple la fièvre, qui vont être intégrées. Donc en fonction des cytokines, en fonction du type de cytokine, d'immunité type 1, de type 2, on peut avoir des réponses qui vont être uniquement des réponses qui vont par exemple inclure de la fièvre ou pas. On va avoir des réponses qui vont induire des modifications de comportement et qui vont agir de manière assez complexe sur l'immunité, avec des aspects qui peuvent moduler la réponse inflammatoire, des aspects qui vont pouvoir moduler la réponse de l'immunité adaptative, par exemple la production ou la prévision des anticorps qui vont pouvoir être produits. Et tous ces effets, avec des effets lents ou des effets rapides, vont être contrebalancés et vont expliquer pourquoi, dans des contextes physiologiques, différents contextes physiologiques de stress, aigu ou chronique, on va avoir une réponse du système immunitaire qui va être favorable, délétère, favoriser certaines pathologies, augmenter l'inflammation chronique, mais favoriser la réponse adaptative, etc. etc. Voilà, donc j'ai été un petit peu rapide sur la fin, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais on a vu aujourd'hui donc, ces différentes voies qui vont permettre de moduler la périphérie et d'avoir un retour. Vraiment une importance croisée de ces informations liées à l'innervation locale et en interaction avec un retour beaucoup plus central et systémique dans certains contextes. Et ce qui est en train d'émerger, c'est qu'on a un réel dialogue à toutes les échelles entre le système nerveux et le système immunitaire. Quelque chose de très local et une interaction de boucles croisées entre des systèmes présents dans le tronc cérébral, dans la moelle épinière et dans des circuits beaucoup plus, on va dire, centraux, avec une interaction forte entre des stress qui peuvent être des stress de menaces physiques, de perturbations actives de la physiologie, mais aussi de stress psychologiques qui vont tous converger sur les mêmes voies. Alors au cours prochain, qui n'aura pas lieu lundi prochain parce que c'est lundi de la Pentecôte, mais dans 15 jours, on va vraiment regarder ces interactions très périphériques, très locales dans la peau, pour essayer de comprendre le dialogue entre nerfs, cellules immunitaires, mais aussi le microbiote, des pathogènes, la réaction allergique, comment certains pathogènes sont capables d'utiliser ces interactions neuroimmunitaires pour attaquer mieux la peau ou au contraire, comment est-ce que ces interactions vont être capables de favoriser la réparation dans certains contextes. Et donc on se concentrera vraiment sur cette partie très périphérique
Ben, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine, de bonnes quinzaines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre présence.